Alors le sujet CCP-TSI 2016 était proche de nos montagnes puisqu'il traitait du télésiège débrayable. C'est un système qui permet aux télécabines, aux télésièges de ne pas rester en permanence accrochés au câble, et ça permet, lorsque vous arrivez dans la station, de ralentir la vitesse et donc de permettre aux skieurs de descendre tranquillement. Après, c'est marrant de se rendre compte que finalement, lorsque vous prenez le télésiège, et vous regarderez quand vous le faites, que le télésiège finalement il est juste accroché au câble par un pincement latéral, donc par adhérence, et donc quand vous êtes suspendu au vide, vous êtes juste, voilà, juste le télésiège serre le câble. Après, sur les premiers télésièges, donc par exemple, Jeux Olympiques de 1956 à Cortina d'Ampezzo en Italie, ces premiers télécabines, en fait, on était obligé de courir à côté, avec les skis à la main et les chaussures de ski aux pieds, et de sauter à l'intérieur, et il est resté ouvert jusqu'à il y a très peu de temps. Ensuite, comme ça suffisait pas, on a rajouté des petits tapis ici pour permettre aux skieurs de monter tranquillement, comme on peut le voir ici, ça marche vraiment bien. Ensuite, on avait un descriptif fonctionnel du système qui était vraiment très pratique, qui était vraiment très court. Voilà. Et on nous expliquait que donc on avait une gare aval, donc en bas de la station, qui ne permettait que de tendre le câble, et une gare amont qui, elle, à partir d'un moteur électrique principal, via un réducteur, entraînait la poulie motrice, qui elle-même donc entraînait le câble. Ensuite, on avait un zoom de la poulie motrice qui comportait une roue dentée. Cette roue dentée, elle était entraînée par des moteurs électriques de secours qui eux-mêmes étaient alimentés soit par le réseau, soit par un groupe électrogène, donc un moteur thermique. Et ensuite, on voyait qu'on avait le moteur principal qui était ici, qui entraînait via un réducteur la poulie motrice. Et on avait, pour des raisons de sécurité, des freins qui étaient directement sur la poulie motrice et des freins qui étaient situés entre le moteur et le réducteur. Alors comme ce descriptif était assez long, on nous faisait un extrait ici des valeurs qui allaient être utiles pour cette partie qui allait suivre, et donc on nous demandait de vérifier que le débit de skieur permettait d'être respecté si on se déplaçait à 5,5 mètres par seconde pour le câble, et on nous demandait pour ça d'exprimer le débit de personne en fonction de différents paramètres. Là il y avait une première surprise, c'est que VC, on ne le trouvait pas, en fait c'était la vitesse du câble et c'était donc V. À partir de ça, il fallait faire l'application numérique et vérifier si le cahier des charges était respecté. Alors ici, l'erreur à pas faire, c'était de calculer le nombre de télésièges qu'il y avait entre les deux gares amont et aval, la longueur des câbles, etc., etc. Non, il fallait surtout pas partir là-dessus. Donc il fallait tout simplement évaluer le nombre de personnes qui arrivaient tous les combien de temps. On voyait donc qu'on avait 6 personnes qui arrivaient, alors combien de temps? Eh bien on sait que le temps c'est la distance divisée par la vitesse. Donc la distance, on l'a vu, c'est 36 mètres entre deux télésièges, et la vitesse c'est 5,5. Les unités étaient respectées. Ça faisait le nombre de personnes qui arrivaient par seconde, et on multipliait par 3600 pour avoir en heure. C'est ce qu'on nous demandait dans le cahier des charges. Et le cahier des charges était donc respecté, puisque c'est ce qu'on souhaitait comme débit. Et on retrouvait une structure classique d'asservissement d'un moteur à courant continu, avec un retour par génératrice tachymétrique, et la première question traitait de ces deux gains KR et KC, dont on nous demandait d'exprimer à la fois les expressions littérales et les valeurs numériques à partir du descriptif qui était donné ici. Alors pour le gain cassé, il n'y avait pas de problème puisqu'on se rappelle que V égale R oméga, donc il fallait juste retrouver le diamètre de la poulie qu'on trouvait ici qui est égal à RP 2,45 mètres. On avait besoin du rapport entre oméga P sur oméga M. Or, le sujet nous donnait, et c'était pas très sympa, un rapport de réduction qui était l'entrée sur la sortie. Donc il fallait faire très attention, du coup le gain KR, c'était gain KR, bon, il fallait y être attentif du coup, et donc on avait les deux expressions littérales et numériques suivantes. Alors pour la question 3, on s'intéressait à la génératrice tachymétrique. C'était bien de se rappeler, pour donner du sens, que l'on venait de traiter ces gains-là, que le sujet était en train de me demander ce gain-là, et donc finalement on est en train de créer le schéma bloc du système. Il me donnait une référence de génératrice tachymétrique. Ensuite, il me donnait la chaîne numérique utilisée, que je précise un petit peu ici. Rappelez-vous, vous avez un capteur analogique qui présente un gain. Ce gain, il nous était donné dans le sujet puisqu'on nous disait qu'on avait 30 volts qui étaient renvoyés par le capteur pour 1000 tours par minute, donc ça concrètement c'est le gain. Ensuite on avait un conditionnement puisque ici on était entre plus ou moins 270, puisque ça tourne dans les deux sens, et que le CAN ici ne supporte que plus ou moins 10 volts. Rappelez-vous, la carte Arduino ne supporte que 0 à 5 volts, donc sur la même image, on avait besoin de réduire la tension pour la rendre admissible par le CAN. On me demandait ensuite de respecter une précision de 5-10-3 mètres par seconde pour le câble, et on me demandait donc
pour cette vitesse-là, pour cette résolution-là, de déterminer la résolution de la génératrice tachymétrique. Ça, il faut comprendre que la précision de 5-10-3, elle est sur le câble, et que moi, j'ai besoin de connaître la précision de vitesse angulaire que mesure la génératrice tachymétrique. Ensuite, on me demandait de traiter le quantum du convertisseur analogique numérique. Je rappelle que le quantum, c'est la plus petite valeur de tension mesurable par le CAN. Ici, on a une plage de 20 volts et on a 2 puissance 16 valeurs seulement. Et enfin, on me demandait de déterminer la résolution de la mesure du câble, puisque, attention, la question A, c'est ce que je dois faire, la question B, c'est ce que je peux faire, et puis la question C, finalement, c'est, eh bien, avec ce que je peux faire, finalement, qu'est-ce que je suis capable de mesurer comme précision de vitesse sur le câble. Alors pour la première partie, il s'agissait de se rappeler que V était lié à oméga par la formule KR cassé oméga M, qu'on avait obtenu à partir ici des gains KR et KC. Et ensuite, il suffisait donc de remplacer oméga par 2πn sur 60 pour exprimer la fréquence de rotation minimale qu'il fallait être capable de mesurer pour respecter les 5-10-3 mètres par seconde. En réalisant l'application numérique, on trouvait qu'il fallait être capable de mesurer une variation de vitesse de 1,15 tours par minute. La partie B de la question 3 se résolvait en 3 étapes. Tout d'abord, il fallait exprimer le quantum en se rappelant que c'était la plage de pleine échelle, plage de tension de pleine échelle, divisée par 2 puissance n, n le nombre de bits du convertisseur analogique numérique. La plage de pleine tension, ici, c'était 20 volts. Divisé par 2 puissance 16, on obtenait donc un quantum de 3,05 10-4 volts, qui correspond donc à la plus petite variation de tension qu'il est capable de mesurer. Cette plus petite variation de tension, il fallait la multiplier par le gain du pont diviseur qui était ici. Donc les 3,05 10-4 qu'on devait être capable de mesurer ici, eh bien ça correspondait ici à 27 fois plus, puisqu'ici on entre plus ou moins 270, plus ou moins 10 volts. Il y a un rapport de 27 sur le pont diviseur. Donc ici, ça correspondait à une variation de tension de 27 fois ça, c'est-à-dire 8,24 10-3 volts. Ensuite, ça, ce sont des volts. Il fallait mettre en correspondance à quelle vitesse ça correspondait, donc appliquer le gain de la dynamo tachymétrique. Là, je vous recommande de faire par rapport de proportionnalité avec les unités, c'est-à-dire que vous avez des volts, vous cherchez des tours par minute. Donc vous allez multiplier cette plus petite tension par des tours par minute divisé par volt, c'est-à-dire ici, vous allez multiplier par 1000 divisé par 30. Et vous obtenez ainsi une résolution de vitesse de 0,27 tours par minute. L'utilisation du produit en croix est possible aussi, mais c'est vrai que l'utilisation des gains est préférable dans ce cas. Pour ce genre de questions, je vous conseille essentiellement de ne pas apprendre par cœur, mis à part ce genre de relation, mais de raisonner tout simplement dans l'ordre en comprenant bien ce que vous faites, et notamment les unités. Pour la partie C de la question 3, j'avoue qu'on s'embrouillait un petit peu puisqu'on perdait un peu le fil des questions. C'est vrai qu'il fallait revenir sur ce qu'on avait fait à la question A. La question A, c'était qu'on voulait mesurer cette variation de vitesse, et que pour mesurer cette variation de vitesse sur le câble, il fallait être capable de mesurer ça sur le moteur. La partie B, c'était avec un CAN donné, avec une résolution, un gain, une tachymétrique donnée, on s'apercevait qu'on était capable de détecter 0,27 tours par minute. Donc déjà, on voyait que c'était bon. On est capable de détecter 0,27, on a besoin de détecter 1,15. Ok, c'est bon. Simplement, on nous demandait pour cette résolution-là, qui était la résolution maximale, à quelle précision de vitesse de câble ça correspondait. Donc il fallait reprendre la formule du départ et mettre dans cette formule la variation de vitesse ici de 0,27 tours par minute pour trouver la vitesse du câble, la plus petite variation de vitesse du câble correspondante. Donc vous voyez, pour arriver à résoudre ces problèmes, il ne s'agit de pas appliquer de formule bêtement, il s'agit tout simplement de mettre des phrases en français derrière votre raisonnement technologique. Pour la question 4, on nous demandait la valeur numérique du gain de la génératrice tachymétrique. Ce qui était important, c'était les unités qui étaient demandées précisément. Et ensuite, on nous demandait de justifier que ce gain Ka était égal à une certaine valeur. Alors, petite différence par rapport à d'habitude, c'est vrai que souvent on vous demande de comparer ce gain avec le gain qui se retrouve dans la boucle de retour. Ici, comme on avait une consigne de vitesse et que le retour se faisait sur la vitesse angulaire, il fallait prendre en compte les deux gains qui étaient ici en aval. Donc petite différence par rapport à ce que vous pouviez avoir vu d'habitude. Le gain d'une génératrice tachymétrique, eh bien, ce sont des volts par radian par seconde et non par tour par minute. Et donc là encore une fois, vous raisonnez de manière homogène, des volts, donc 30 volts par radian par seconde. Il suffisait de traduire les 1000 tours par minute en radian par seconde, et on obtenait donc 0,286.
Alors là, il était bien de faire un point sur les questions qu'on venait de traiter. On venait de traiter le gain KR, le gain KC, et là, sur plusieurs questions, le gain KG. Et on observait que les questions suivantes allaient porter sur le moteur à courant continu. Et comme ça arrive souvent, on nous demande une question de culture générale. Alors habituellement, on nous demande de comparer et donner avantages et inconvénients d'un moteur courant continu ou asynchrone ou brushless. Là, c'était le cas également, on nous demandait de proposer notre solution. Donc il vous faut avoir une culture technique sur les moteurs asynchrones, synchrones et courant continu. Alors, il fallait citer ici le principal inconvénient de la machine à courant continu, c'est le fait qu'elle dispose, elle a des balais qui viennent frotter sur un collecteur et qu'il faut régulièrement changer ces balais. Voilà. Après, on pouvait proposer donc le moteur asynchrone. Est-ce que c'est une solution plus appropriée? Ça se discute, puisqu'aujourd'hui sur les télésièges, on trouve beaucoup de moteurs à courant continu, alors qu'on peut voir ici en bleu et qui sont ventilés le plus souvent, qui entraînent un réducteur ici en rouge avec des trains épicycloïdaux ici en bas. En fait, c'est des moteurs qui sont malgré tout très utilisés parce qu'ils sont facilement commandables en vitesse. On les connaît, on peut faire de la maintenance préventive pour les balais assez facilement. Et je vous dis, on peut les piloter facilement en vitesse, en couple. Donc l'utilisation des moteurs asynchrones est loin d'avoir pris le dessus sur les moteurs à courant continu qui sont au final très robustes et très fiables dans des conditions extrêmes. Pour la question 6, on me proposait le moteur à courant continu choisi par la société Poma. Donc là, je vous recommande de vérifier si vous êtes à aimant permanent ou excitation séparée. Là, vous êtes à excitation séparée. Ensuite, on me propose le modèle classique du moteur, ERL. On me rappelle les formules liant la force électromotrice, la vitesse, le couple et l'intensité. Le flux ici n'étant pas forcément constant, on utilise le produit CAFI. On me demande ensuite l'équation électrique en régime transitoire, puis en régime stabilisé, donc lorsque le DI sur DT est nul, on va bien sûr trouver une relation entre E, I et U. Cette relation va nous permettre de trouver la force électromotrice et de la calculer au régime nominal. Et lorsque vous aurez cette force électromotrice, eh bien vous pourrez en déduire le produit CAFI. Ce produit CAFI, vous pourrez le réutiliser pour calculer le couple électromoteur. Et lorsque vous aurez le couple électromoteur, vous pourrez en déduire le couple de perte, qui est la différence entre le couple électromoteur et le couple mécanique utile, donc en sortie de moteur, sachant que ce couple-là, c'est celui qui est donné dans la référence du moteur et qui s'obtient à partir de la puissance et de la vitesse nominale. Alors, aucune difficulté sur cette question, la tension U est égale à E plus RI plus LDI sur DT avec la loi des mailles. Ensuite, on nous demandait en régime permanent, à ce moment-là, on avait le DI sur DT qui était nul, donc on se retrouvait avec U égale E plus RI, d'où E égale U moins RI, d'accord? On réalisait l'application numérique pour obtenir la force électromotrice au régime nominal, on trouvait 500 volts. Du coup, on en déduisait le produit CAFI qui est égal à E sur oméga, sachant que oméga c'est 2 πn sur 60. Donc on trouvait un produit CAFI qui était de 3,75 volts seconde. Alors je rappelle pour cette question que à aucun moment donné on va s'occuper de l'inducteur. L'inducteur, je rappelle, c'est la partie stator, c'est la partie qui va générer l'excitation, c'est-à-dire le champ magnétique, tandis que là, tous les calculs s'effectuent sur l'induit, c'est-à-dire le rotor, c'est-à-dire où se déroule la force électromotrice. Avec V, la tension simple. Je rappelle également que pour obtenir cette formule, à partir des trois tensions simples ici, que l'on voit V1, V2 et V3, et les trois tensions entre phases,
U12, U23, U31. On s'apercevait que sur une période, ici, on avait 12 intervalles. Donc ici, on était sur pi sur 6. Et donc la valeur moyenne s'obtenait en écrivant 1 sur t, c'est-à-dire 6 sur pi, intégrale donc de 0 à pi sur 6, de cette courbe-là, c'est-à-dire la valeur maximale U, la tension efficace, racine de 2, fois cosinus θ. Et donc on se retrouvait avec du U racine de 2 sinus θ à intégrer de 0 à pi sur 6, et on trouvait bien la formule précédente. Ensuite, on le sait, ce redressement va créer des harmoniques de courant, ici, et ces harmoniques de courant vont créer une pollution du réseau, hein, on l'a vu, qui peuvent être gênants pour EDF, et on nous demandait donc quel dipôle on allait utiliser pour éliminer ces parasites. Ensuite, on nous parlait de tension maximale d'induit. Alors là, c'est tout simplement le fait que, comme on a ce cosinus qui est réglable, et bien sûr, on a un maximum et un minimum, c'est ce qui permet d'obtenir une variation de vitesse. Ensuite, on nous demandait la tension au démarrage. Alors attention, il n'est pas forcément... On oublie peut-être un petit peu qu'au démarrage, on a un DI sur DT qui est nul, on est au démarrage, et on a un E qui est nul. Donc attention, du coup la tension est liée à l'intensité uniquement par la résistance. Et c'est ce qui permettait à partir de la valeur de l'intensité de remonter à la tension, et à partir de la tension de remonter à l'angle d'amorçage. Alors pour cette question, d'abord rappeler un petit peu le principe, c'est que lorsque vous avez un système qui est une charge ici non linéaire, c'est-à-dire par exemple un pont PD3 avec des diodes ici pour un variateur, ou une alimentation à découpage qui peut alimenter votre PC ou certains éclairages, vous allez avoir du coup des courants qui vont avoir cette forme, qui vont être non linéaires, et qui vont se traduire par des harmoniques de courant. Ces harmoniques de courant, en fait, ils vont se rajouter ici au fondamental, et ils vont créer une puissance déformante qui va impacter le facteur de puissance. Donc concrètement, vous allez polluer le réseau. Donc, on a la nécessité de lisser le courant pour éviter ces parasitages, et pour ça, on le sait, il faut utiliser une inductance. Pour la partie B, là, c'était très simple, il fallait tout simplement utiliser la formule qui était donnée, et il fallait prendre un phi compris entre 0 et 180, donc concrètement un cos de plus ou moins 1, et on obtenait donc les valeurs de plus ou moins 675 volts. Ensuite, le fait de trouver l'angle d'amorçage correspondant au régime nominal était simple, puisque c'était juste l'arc cosinus de pi un sur 3 racines de 2u. Donc ça, c'était simple. La dernière question était un peu plus compliquée, puisqu'il fallait se rendre compte qu'au démarrage, en fait, la force électromotrice est nulle, puisqu'on n'a pas démarré, et on va négliger le DI sur DT, on va considérer qu'on est vraiment au démarrage, et donc on a tout simplement U égale RI. Et si on a U égale RI avec un courant qui nous était donné à 2000 volts, et que la résistance était donnée dans le sujet, on avait une tension de 28 volts, que l'on appliquait à cette formule, et on en déduisait l'angle d'amorçage initial. Le sujet nous expliquait ensuite que du fait que, compte tenu de l'altitude, en fait, le refroidissement se faisait moins bien, et on était obligé de limiter le courant non pas à 2000 A, mais à 1200 A. On nous donnait, et c'est souvent le cas, la réponse à la question 6, 320 Nm, et on nous demandait de reprendre les calculs qui avaient été faits à la question 6, donc tout le début, là, ici, était assez facile. La partie B, par contre, était un petit peu plus particulière, il fallait bien traduire la notion de proportionnalité. Alors au début était assez facile, puisqu'on reprenait l'expression du couple électromagnétique en fonction du couple mécanique ou couple utile et couple de perte. On nous donnait les deux valeurs, 5050, 3020, donc il n'y avait pas de problème, on trouvait le nouveau couple électromagnétique, qui à nouveau est égal à, cette fois-ci à k phi prime i prime, c'est ce que le sujet disait, donc on en déduisait la nouvelle valeur de k phi prime. Cette nouvelle valeur de k phi prime nous permet d'obtenir la nouvelle valeur de la force électromotrice E prime. Ensuite, on l'a vu précédemment, nous, ce qu'il nous faut, c'est la tension du moteur, la tension moyenne. Donc, on a cette fois-ci, on a pu U égale RI, hein, comme tout à l'heure, on a U égale E plus RI. Donc, on calculait la nouvelle tension aux bornes du moteur, 614 volts, pour en déduire l'angle d'amorçage à ce moment-là. Alors, j'avoue que pour cette question, j'aurais certainement fait faux, puisque j'aurais mal traduit la notion de proportionnalité. Moi, j'aurais dit que I excitation ou K phi c'était A fois I excitation, K phi prime A I prime. En faisant le rapport des deux, on obtenait l'inverse de ce qui était proposé ici. Même chose en cas de produit en croix. Et ici, il fallait juste traduire que c'était K phi I qui était constant, et donc K phi prime I prime est égal à K phi I, d'où l'inverse de ce que moi je trouvais, mais malheureusement. Alors par rapport au doute que j'ai évoqué juste avant, c'est vrai que là on nous donnait un courant d'excitation, donc on pouvait s'en servir pour faire un petit peu de la devinette et retrouver éventuellement son erreur à la question précédente. Ensuite la question 9, elle était très facile, puisque classiquement on nous demande de passer du domaine temporel au domaine de la place,
et on nous demande de compléter des blocs du document réponse, qui était là aussi bien connu, avec ici le modèle classique d'un moteur à courant continu. Aucun souci donc sur cette question où on traduit en équation de Laplace les trois équations. Après avoir traité le moteur et le préactionneur, on s'intéressait désormais à la partie mécanique. On nous indiquait qu'à la montée et à la descente, on n'avait pas le même nombre de sièges qui étaient pleins. On nous parlait de masse linéique et on nous demandait plus précisément la masse linéique à la montée et à la descente, à partir de la masse linéique du câble, à partir de la masse à vide du télésiège, de la masse correspondant à 6 personnes, de la distance séparant deux télésièges. On nous demandait de le faire à la montée et à la descente et d'effectuer les applications numériques. Là, l'erreur, c'était bien sûr de ne pas, comme à la question 1, de ne pas partir sur l'ensemble du télésiège et plutôt de raisonner sur une unité basique, c'est-à-dire entre deux télésièges. Alors je pense que vous n'êtes jamais posé la question quand vous êtes suspendu au vide, comment on faisait pour raccorder des câbles entre eux. Est-ce qu'on les soude? Alors bien sûr on les met en place, on les tracte, etc. Mais en fait ensuite comment on raccorde les deux extrémités du câble? En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va couper l'extrémité du câble et ne garder sur ce câble qu'un seul des brins. Donc on aura sur une certaine longueur, sur un certain nombre de mètres, on n'aura qu'un seul brin sur chacune des extrémités du câble. Et ensuite on va faire ce qu'on appelle une épissure, c'est-à-dire qu'en fait on va retourner, vous voyez là, on le voit en fait, on va retourner sur une extrémité du câble le brin appartenant à l'autre extrémité du câble. Et du coup, finalement, ça tient que par adhérence, par coincement. Heureusement, ça s'auto-bloque apparemment, mais il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de... Voilà. Donc alors évidemment c'était pas demandé dans le sujet de concours, on nous demandait la masse linéique, c'était moins marrant, mais on avait le droit de bien sûr d'additionner les deux masses linéiques, c'est-à-dire la masse linéique propre au câble, ici qui était donnée dans le sujet, dans le tableau, et ensuite la masse linéique des personnes. Alors comment on faisait? On prenait la moyenne, on prenait sur une entité, et on faisait la masse à vide du télésiège, plus à la montée 100% des personnes, donc 480 divisé par la distance 36, tandis qu'à la descente on n'avait que 30%. Donc en moyenne, on avait 30% des 6 personnes. On fait à chaque fois une moyenne sur 36 mètres. Et on trouvait donc les deux valeurs de masse linéique suivantes. Alors pour la suite, on nous parlait d'une modélisation des actions mécaniques. Et donc on sentait venir une étude plutôt dynamique et non pas statique. Il était très important d'identifier le système qu'on isolait. Il s'agissait en fait de tout ce qui bougeait, c'est-à-dire tout ce qui était câble et éléments sur les câbles, télésièges, skieurs, etc. Plus tout ce qui était motorisation. Ensuite, s'exercer sur ce système essentiellement le poids, donc tous les poids de l'ensemble des systèmes, plus de la résistance au roulement, à la fois à la montée et à la descente. Ensuite, on nous disait que les liaisons pivots étaient parfaites. Par contre, c'était surprenant, mais on oubliait de préciser qu'il y avait un couple moteur. Et bien sûr, il y a un couple moteur. Donc attention à prendre cette action extérieure. La question 11 nous demandait d'exprimer l'énergie cinétique de l'ensemble. Donc on sait que ça c'est facile en général, un demi de mv carré, un demi de j oméga 2. Simplement ici c'est pas m, puisque juste avant on nous a parlé de masse linéique. Donc petite subtilité. L'expression de l'inertie équivalente, on sait faire lorsqu'on doit ramener sur l'arbre moteur, ça c'est classique, l'application numérique, et ensuite l'expression des puissances qui va préparer au théorème de l'énergie cinétique. Alors, pour le calcul de l'énergie cinétique, on se rappelle que l'énergie cinétique d'un système, c'est la somme des énergies cinétiques des éléments constituant ce système. Donc là, il fallait faire le bilan, on avait l'arbre moteur, le réducteur, le volant d'inertie, les grosses poulies motrices et réceptrices, le câble et le télésiège et les skieurs. Pour trouver les différents éléments, on se référait au tableau qui était donné dans le tableau 1 ici. Et ensuite, c'était très simple, hein, il faut pas stresser, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours un demi de j oméga 2 ou un demi de mv carré. Donc l'arbre moteur, on avait un demi de IM oméga m au carré. Pour le réducteur, on avait un demi de IR oméga m au carré. Attention, l'inertie d'un réducteur est toujours donnée côté moteur, donc on va toujours prendre la vitesse ici du moteur. Pour le volant d'inertie, même chose, c'était sur l'arbre moteur, donc il n'y avait pas de souci. Pour la poulie motrice et réceptrice, là, attention, elle tournait, elle, à une vitesse oméga p. Et puis pour l'ensemble du câble et du télésiège et des skieurs, en fait on venait de montrer que finalement la masse linéique moyenne de tout cet ensemble, c'était soit μm à la montée, soit μd à la descente. Et on sait qu'une énergie cinétique en translation, parce que tous ces éléments étaient en translation, c'est un demi de mv carré. Ici la masse, c'était la masse linéique fois la longueur. Donc on avait tout simplement un demi de μm L v carré à la montée, un demi de μd L v à la descente.
Ensuite, bien sûr, on exprimait les vitesses en fonction du rapport de réduction et du rayon des poulies. Là, il n'y avait aucun souci. On exprimait l'énergie cinétique de l'ensemble en le ramenant sur l'arbre moteur pour exprimer l'inertie équivalente qui était ici. On réalisait l'application numérique. Ensuite, pour l'expression des différentes puissances, là aussi, c'est jamais très compliqué. On faisait le bilan des différentes puissances intervenant. Et une puissance, ensuite, je rappelle, c'est très simple. En rotation, dans 99% des cas, ça va être du Cm oméga m, c'était le cas de la puissance motrice. Et là, tous les autres éléments qui, eux, étaient en translation, il fallait faire attention à la chose suivante, c'est qu'une puissance, je rappelle, c'est F scalaire V. La gravité, qui était verticale, le câble, lui, était incliné d'un angle alpha, eh bien, il fallait faire intervenir l'angle sinus. C'est-à-dire qu'on avait donc la vitesse, et on avait la force, ici, qui était donc la masse linéique fois la longueur fois g, donc m fois g, tout simplement, et fois sinus alpha du fait du produit scalaire. Et on avait ça à la montée, à la descente. Par contre, les résistances au roulement, elles, étant tangentielles, donc le long du câble, le produit scalaire ne faisait pas intervenir d'angle. Alors attention, il y avait un dernier piège, il fallait bien vérifier les signes des différentes puissances. La puissance motrice était positive, mais le poids des éléments à la montée intervenait avec un signe moins, bien sûr. Les poids des éléments à la descente, eux, étaient moteurs, donc intervenaient avec un signe plus. Et les deux résistances au roulement, elles, intervenaient avec un signe moins. Les puissances intérieures étaient nulles, puisque la liaison était supposée parfaite. La question 12 était la suite logique de la question 11, puisqu'on nous demandait d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique et de donner la relation entre l'accélération, le couple moteur et le couple résistant. Et on nous demandait de compléter le bloc du document réponse 1. Alors là, c'était intéressant parce que depuis le départ du sujet, on a fait tout un tas de questions. On a commencé par traiter KR, KC, KG. Ensuite, on a traité le moteur ici. Ensuite, on a traité le variateur KD. Et donc là, il nous restait à traiter le bloc de la fonction transfert 4, et donc on comprenait toute la logique du sujet. Alors le théorème de l'énergie cinétique, je sais que ça vous stresse, mais pourtant c'est toujours la même chose et c'est vraiment très simple. La dérivée de l'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des puissances qui s'exercent sur lui, donc les puissances extérieures et les puissances intérieures. Comme on a exprimé l'énergie cinétique sous la forme 1,5 de I équivalent oméga m au carré, lorsqu'on dérive ça, ça va nous faire du 2 fois 1,5 fois oméga point. Donc un I et oméga m fois oméga point. On remplace ici les puissances qu'on a obtenues précédemment, et ensuite on cherche, je le rappelle, la démarche est toujours la même, on cherche à faire intervenir le oméga m, alors parfois c'est oméga m, parfois c'est v, mais on cherche ici à faire intervenir le oméga m dans tous les termes. Donc on va remplacer ici à la place de v, on va remplacer v égale rp oméga p, et oméga p égale oméga m sur r. Quand on aura fait intervenir le oméga m partout, eh bien on va le supprimer, et on aura donc l'équation de mouvement. Et donc on l'aura sous la forme I équivalent oméga point m égale Cm moins donc le couple résistant, d'où l'expression du couple résistant ici. L'expression par contre du bloc numéro 4, elle, lui était beaucoup plus classique, puisque c'était ce terme-là. La suite du sujet, elle aussi, était très claire, puisqu'on s'intéressait à l'asservissement, donc après avoir traité tous les blocs du système, on allait s'intéresser au réglage du correcteur. Et pour ce réglage, on nous proposait un correcteur proportionnel intégral, donc qui était donné ici. On nous donnait les caractéristiques de performance qui étaient attendues. On nous disait que, comme on avait des non-linéarités, on avait fait des simulations à l'aide du logiciel Scilab, qui est l'équivalent de MATLAB. On nous donnait tout un tas de conditions. Donc, petite remarque, il faut s'habituer à travailler à partir de MATLAB ou Scilab. C'est la tendance. On nous disait qu'on avait, grâce à une méthode empirique, alors souvent c'est la méthode de Ziegler-Nichols, qui permet de trouver les gains Kp et Ki, et on nous donnait donc une réponse sur le document DR2, ici, voilà. Et la première question donc concernait l'erreur statique et le temps de réponse, de manière à conclure si, avec ces premiers réglages, on satisfaisait aux conditions de précision et de rapidité. Alors pour l'erreur statique, ici il n'y avait pas de difficulté puisque la consigne était de 5,5 mètres par seconde et de toute évidence on voyait qu'il y avait une erreur statique nulle. Après, pour le temps de réponse à 5%, attention à ne pas confondre avec la constante taux. Là, a priori, on identifie un premier ordre, a priori, et je rappelle que la constante taux, elle s'obtient soit par la tangente à l'origine, soit par le fait que lorsque t égale 3 taux, on est à 95%, mais attention, 95% non pas de la consigne, 95% de la valeur finale. Ici, de toute façon, on ne demandait pas ça, on demandait 95% de la consigne, ici.
Donc le temps de réponse à 5%, bien sûr, c'est par rapport à la consigne. Donc on prenait 95% de 5,5, on traçait ici, on trouvait un temps de réponse de 28 secondes, et on en déduisait que le cahier des charges était respecté, puisqu'à la fois l'erreur statique était nulle et le temps de réponse était inférieur à 40 secondes. Voilà, donc après avoir travaillé sur une réponse temporelle et avoir travaillé sur les exigences de précision et de rapidité pour un pré-réglage de proportionnel intégral donné, on nous demandait de travailler cette fois-ci sur un diagramme de Bode du système en boucle ouverte et de déterminer la marge de phase voilà, du système et de vérifier que les performances attendues étaient vérifiées ou pas. On pouvait s'étonner quand même du manque d'approfondissement des questions, puisque normalement, le but c'est justement d'optimiser le gain tout en conservant une stabilité. Là, les questions étaient sur un simple constat assez basique du coup. Alors je rappelle rapidement le cours, la fonction de transfert en boucle fermée, c'est-à-dire le système bouclé, peut s'exprimer en fonction de la FTBO, c'est-à-dire la réponse naturelle en ouverte du système. Or on voit que la stabilité du système fermé sera garantie si la FTBO est différente de -1. Mais comme on est en complexe, la FTBO égale à -1, ça veut dire deux choses, ça veut dire son gain qui est égal à 1 et sa phase est égale à -180 degrés. Son gain égal à 1, ça veut dire en décibels en fait qu'il est égal à 0. Et sa phase à -180, voilà. Donc on a deux situations sensibles. On a la situation où lorsqu'on a un gain qui est égal à 0 décibels ici, il faut être suffisamment éloigné de -180. Je rappelle que -180 c'est l'opposition de phase. Donc c'est le cas ici. Lorsque je suis à 0 dB, je suis suffisamment éloigné. Là j'ai la marge de phase de -180. Et d'autre part, lorsque je suis à -180, au cas où, l'opposition de phase, au moins il faut que je sois très atténué, c'est-à-dire qu'il faut que je sois en dessous de 0 décibels. Donc là on a la marge ici de gain. Donc là le système est stable. Par contre ici, lorsque je suis à 0 décibels ici, je suis au-delà des -180 degrés, donc je suis en situation instable. Et en plus, lorsque je suis à -180 degrés ici, en plus le système est encore très amplifié. Donc c'est vraiment trop dangereux. Donc là, ça c'est les situations qui caractérisent l'instabilité. Pour le corriger, c'était plus simple, il suffisait donc de traduire ça, c'est-à-dire la marge de phase uniquement. Lorsque on est à 0 décibels, je dois être suffisamment éloigné de l'opposition de phase, -180 degrés. Ici, j'en étais éloigné de 92 degrés, donc il n'y avait pas de problème puisqu'on me demandait d'être supérieur à 45 degrés. Voilà, on était un peu surpris de cette partie asservissement, donc qui était vraiment assez superficielle, c'est vraiment dommage. Et en plus, bon, c'est assez rare dans les sujets, mais on partit sur un deuxième type de motorisation. Après le moteur à courant continu, on partit sur des moteurs asynchrones, dont on nous expliquait que c'était des moteurs de secours, et dont on nous expliquait qu'en fait, alors c'était des motos réducteurs, donc on avait ici, attention, un premier rapport de réduction R1 qui en fait se trouvait ici, et ensuite, en série, donc, on avait une transmission par un pignon et une couronne, dont on nous donnait cette fois les nombres de dents. On nous représentait la poulie motrice avec des efforts de tension des deux câbles, de câble montée et câble descente. On nous expliquait qu'il n'y avait pas la même tension au début et à la fin de l'évacuation des gens, bien sûr. Et puis la tension TA, elle, était constante. Et là, il y avait une phrase très importante, on considéra que l'on se place en régime établi, et ça, il faut traduire ça par statique. Bien sûr, si on est à vitesse constante, ou si, je ne sais pas, si on est à l'arrêt, puisque justement il y a un arrêt d'urgence, eh bien, on est en statique. Donc la question 15 qui portait sur l'évaluation du couple CMS, en fonction des tensions, devait se faire non seulement en début et en fin d'évacuation, mais surtout, il fallait bien comprendre que c'était d'un point de vue statique. Pour cette question, d'une part, il fallait faire attention au fait qu'il y avait deux moteurs de secours qui agissaient sur la couronne, comme on peut le voir ici, même là si c'est des moteurs hydrauliques. Et donc lorsqu'on appliquait la somme des moments égale à 0 autour de l'axe OMY appliqué à la poulie motrice, on se retrouvait avec du TA fois RP moins TB fois RP, plus 2 fois un couple qu'on va appeler C pour l'instant, plus 2C était égal à 0. Et ce couple C, qui était disponible ici sur cet axe, bien sûr n'était pas le même que ceux proposés par les motoréducteurs. Et donc il fallait tenir compte des deux rapports de réduction, en faisant attention parce qu'ici les rapports de réduction étaient donnés sous la forme non pas 1 sur quelque chose, mais sous la forme 32,7. Le rapport de réduction R2, lui, a été donné par le nombre de dents. Donc là, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille de raisonner à l'inverse des vitesses, c'est-à-dire que vous savez que le rapport des vitesses est égal au rapport inverse du nombre de dents. Oméga 2 sur oméga 1 égale, on va enlever le signe, Z1 sur Z2.
Lorsqu'on est à puissance égale, comme on a P égale C oméga, on va dire T oméga, du coup, les rapports des couples T sera l'inverse des rapports des vitesses. Et du coup, il faut presque l'apprendre par cœur, le rapport des couples est égal au rapport des dents. Donc lorsque vous traduisez ça sur les deux rapports de réduction qui étaient utilisés ici, vous retrouviez, en faisant attention donc à ne pas vous tromper, vous retrouviez cette expression-là, voilà, où on voyait les deux rapports ici qui étaient utilisés, et on faisait l'application numérique au début et à la fin de l'évacuation pour trouver les deux valeurs suivantes. Bon, pour la question précédente, donc on a trouvé finalement le couple que devaient fournir les moteurs asynchrones, et là on devine qu'il va s'agir de valider les vitesses que vont devoir respecter les moteurs de secours. Donc on nous demandait une question ultra classique sur les moteurs asynchrones, c'est-à-dire qu'on nous demandait de déterminer la fréquence de rotation NS, le nombre de paires de pôles et le glissement. Donc question ultra classique. Alors, question super classique, mais c'est vrai que fréquence de rotation NS, ils auraient pu préciser que c'était la fréquence de synchronisme. Donc après, lorsqu'on prenait la référence du moteur qui était utilisé, on voyait que, bon, bien sûr qu'on était à 50 Hz et qu'on souhaitait tourner à 2978 tours par minute. Alors là, si vous voulez, vous apprenez les formules, vous utilisez les formules du cours, mais après, il faut surtout se rappeler, et c'est très logique, que lorsque vous êtes à 50 Hz, ici, vous êtes à 3000 divisé par P, donc lorsque vous avez une paire de pôles, vous tournez à 3000, lorsque vous avez deux paires de pôles, vous tournez à 1500, lorsque vous avez trois paires de pôles, vous tournez à 1000. Donc ici, il était évident que souhaitant avoir une vitesse nominale de 2978, il fallait avoir une fréquence de synchronisme de 3000, donc une paire de pôles, et ensuite le glissement, là c'est pareil, la formule elle est facile à retenir, c'est la différence de vitesse relative, c'est-à-dire la différence entre la vitesse de synchronisme et la vitesse nominale divisée par la vitesse de synchronisme, soit 7,3 10-3, ce qui était très faible puisque ça faisait 0,73%. Alors la question, malheureusement, je dirais extrêmement classique, hein, lorsque ça tombe sur les moteurs asynchrones, on nous propose le modèle du moteur asynchrone, et associé à ça, on nous demande en général de parler des essais à vide et des essais rotors bloqués. Je le rappelle rapidement, hein, ça a été traité en travaux pratiques, que lorsqu'on est dans les essais à vide, en fait on a un glissement ici qui est nul, on va donc négliger le courant qui passe ici, et on va identifier ce qui se passe ici, ce qui, en général, on a en plus une résistance supplémentaire, et lorsqu'on va faire un essai rotor bloqué, cette fois-ci, pour d'autres raisons, on va négliger cette partie-là et n'avoir donc que cette partie-là. Ensuite, c'est très simple, on mesure la puissance active et réactive qui vont être respectivement consommées, la puissance active par ces termes-là ou la résistance RF, et puis la puissance réactive, soit par ce terme, ce modèle-là, soit par cette bobine-là. Donc c'est comme ça qu'on les identifie. Là, le sujet nous proposait de travailler sur la valeur efficace I'2 en fonction des différents paramètres. Et ensuite, on va voir qu'on va parler du couple moteur. Alors ici, je rappelle que cette tension V1, on la retrouve ici, aux bornes donc de ces deux composants. Et donc on a V1 est égal à ce Z-là, cette impédance-là, fois I'2. Donc I'2 est égal à V1 sur cette impédance-là. Lorsqu'on passe en complexe, mais surtout lorsqu'on prend la valeur efficace, c'est-à-dire la norme, on se retrouve avec I'2 égale donc V1 sur racine carrée de X' carré plus R'2 sur G, le tout au carré. D'accord? Donc la suite de la question 18, là aussi, est extrêmement classique, puisqu'on nous demande d'exprimer le couple moteur en fonction notamment du glissement, le but étant d'obtenir le glissement optimum. Ça, c'est une question de cours, donc soit vous l'avez dans votre calculatrice, soit vous savez le redémontrer. C'est assez simple à redémontrer. Alors je rappelle que dans ce modèle, à chaque fois qu'on met une bobine ici, c'est pour montrer qu'il y a une puissance réactive, et à chaque fois qu'on met une résistance, c'est une image pour montrer qu'on a une puissance active, c'est-à-dire la puissance qui sert à quelque chose. Une puissance active, je rappelle que c'est sous la forme RI carré. Ici, comme il y a 3 bobines, ça sera sous la forme 3 RI carré. Mais R, c'est R'2 sur G, et I, c'est I'2. Donc on va se retrouver avec une puissance PTR, puissance transmise au rotor, qui sera égale à 3 fois 16 résistance I'2 au carré. Ensuite, on vient de montrer que I'2, c'était V1 divisé par cette impédance-là, donc avec les racines. Donc on se retrouve à dire, alors là, attention, il y a une erreur, c'est-à-dire que ça, il ne faut pas le mettre ici. Donc on a la puissance transmise au rotor, c'est 3R'2 sur G I'2 au carré, oui, donc 3 fois une puissance active. Ensuite, on remplace le courant en disant que c'est V sur l'impédance, donc de la partie
avec la bobine. Et ensuite, il y a une deuxième chose à savoir faire, c'est que il faut se rappeler dans le cours que lorsqu'on a la puissance transmise au rotor, ici, donc PTR dont on vient de parler, en fait, on a G fois PTR qui est transmis ici pardon, en perte joule, et 1 moins G fois PTR qui est transmis sur la puissance mécanique. J'avais dit, 1 moins G, c'est comme un rendement. Donc on transmet pour un rendement de 2%, on transmet 98% sur la puissance mécanique et 2% pardon, sur les pertes joules rotoriques. Donc on nous demandait ici la puissance mécanique, donc elle était égale à 1 moins G fois PTR, fois 1 moins G fois ce qu'on avait trouvé précédemment. Alors, pour la partie B, comment on fait pour passer de l'expression de la puissance à l'expression du couple? En fait, on se rappelle que la puissance, c'est C oméga. Simplement, quand on nous parle de puissance, c'est vrai qu'ils ont considéré que la puissance ici, mécanique, c'était la même que la puissance utile. Donc, on exprime le fait que une puissance, c'est égal à C oméga, d'accord? Mais après, le oméga, ici, attention, c'est la vitesse angulaire du moteur. Sauf que cette vitesse angulaire, elle est égale à 1 moins g fois la vitesse de synchronisme, mais la vitesse du rotor de synchronisme. D'accord? C'est normal, si vous avez un glissement de 2%, ben, forcément le rotor il tourne un petit peu moins vite, sinon il n'y aurait pas de glissement. C'est normal. Mais attention, cette vitesse-là, c'est une vitesse physique, c'est la vitesse du rotor. Or, en fait, elle est égale à oméga s sur P avec oméga s, qui est la pulsation en radians par seconde de la tension alternative d'alimentation. D'accord? Donc souvent les étudiants confondent ça. Ça, c'est une vitesse physique de synchronisme du rotor, s'il n'y avait pas de glissement. Et ça, c'est la pulsation de synchronisme de la tension alternative d'alimentation. Et donc on divise par le nombre de paires de pôles. Donc si on remettait tout ça dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on disait que le couple c'était la puissance divisée par la vitesse angulaire, et que cette vitesse angulaire c'était 1 moins g fois la vitesse angulaire de synchronisme, mais que la vitesse angulaire de synchronisme c'était la pulsation de la tension alternative divisée par le nombre de paires de pôles, on retrouvait l'expression qui était demandée. Alors pour la partie C, on nous demandait quel était le glissement optimum qui permettait d'avoir le couple maximum. Alors je ne vais pas revenir sur le cours, parce que ça prendrait trop de temps. On avait fait deux solutions en cours, soit avec la fonction y de x qui dépendait de x ici, et dont on montrait qu'elle était maximale pour x égale à 1, soit tout simplement en dérivée. Mais je ne vais pas m'apesantir donc sur cette partie. Et simplement vous regarderez votre cours pour voir que c'était optimum pour le rapport R' sur R'2 sur X'2 qui nous permettait d'obtenir donc un glissement de cette fois-ci 0,04, ça veut dire 4,57%. Voilà, par contre je vous conseille vraiment de regarder votre cours et de vous rappeler que lorsqu'on exprime le couple, on trace le couple en fonction du glissement, on voit qu'il y a une partie qu'on appelle stable ici. Pourquoi? Parce que lorsque le couple augmente, en fait, lorsqu'on fait forcer le moteur, le glissement va augmenter, donc il va augmenter dans ce sens-là, et donc on va avoir un couple qui va augmenter, donc toute cette partie-là est stable. Voilà, je me déplace de là à là, je force, j'augmente mon couple, c'est bien. Si par contre je dépasse ce couple optimum, on voit que le glissement augmentant au-delà de cette valeur-là, le couple va diminuer. Donc plus je force, moins il y a de couple. Donc évidemment c'est instable, et c'est pour ça que c'est une valeur qui est importante à noter et à ne pas dépasser. Voilà, donc par rapport à ce que je viens d'indiquer, il faut bien que les glissements soient inférieurs au glissement optimum pour rester dans cette zone de stabilité. Et donc on nous demandait la question 19 de déterminer les glissements qui correspondaient au début et à la fin de l'évacuation. Donc le but c'est que évidemment plus ça glisse, plus la vitesse ralentit. Et donc on va pas avoir la même vitesse du câble du télésiège en début et en fin d'évacuation. Alors pour trouver ça, en fait c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que c'est un peu inhabituel. On reprend l'expression du couple en fonction du glissement, donc voilà qu'on exprime. On connaît le couple en début d'évacuation de 420 Nm, donc on le traduit sous forme d'une équation du second degré. Il va y avoir deux solutions pour G, sauf qu'on sait que ce glissement doit rester inférieur au glissement GM dont on a parlé pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Donc le glissement qui est retenu, c'est celui-là. Et en fin d'évacuation, on a un couple de 120 Nm, donc on fait la même chose, et pour les mêmes raisons, on choisit ce glissement-là. Et après, il suffit de se rappeler que la vitesse, c'est 1 moins g fois la vitesse nominale de 3000. Donc on fait 9,07 10-3 fois 3000, puis ensuite on fait 2,5 10-3 fois 3000 pour obtenir les vitesses de rotation du moteur, et évidemment qui se traduisent par une vitesse du câble
en appliquant les rapports de réduction, le nombre de dents, etc. Pour trouver donc une vitesse d'1,7 m par seconde en début d'évacuation, 1,71 m par seconde en fin d'évacuation. La question 20 était une conclusion du travail que l'on venait de faire. Il fallait bien veiller à vérifier, d'une part, que la vitesse était comprise entre 0,8 et 1,8 m par seconde et que, en cas de défaillance d'un des moteurs, l'autre pouvait assurer le fonctionnement tout seul. Alors pour cette question, il fallait juste revenir sur ce qu'on avait fait. Au départ, on avait besoin d'un couple moteur de 60 et 210 Nm dans le cas où on avait deux moteurs. Et on avait vu qu'il fallait absolument rester en dessous de ce glissement. Or, le sujet nous disait, justement, nous prenait le cas du mode dégradé, c'est-à-dire que dans le cas où on n'a qu'un seul moteur, on avait besoin d'un couple de 120 Nm, donc 2 x 60, et 420, 2 x 210. Et on avait obtenu en effet qu'il existait deux glissements possibles, celui-là et celui-là, qui étaient bien inférieurs au glissement maximum, donc en mode stable, et qui en plus garantissait une vitesse qui était bien comprise entre 0,8 et 1,8, que ce soit en début ou en fin d'évacuation. Donc il n'y avait pas de souci. La partie 3 était une partie assez spécifique sur le respect des tensions du câble, donc je vais aller un peu plus vite que d'habitude. On devait respecter deux choses, d'une part que l'angle ici de déflexion était inférieur à une valeur limite, et d'autre part que le rayon ici de courbure lié au poids, lui aussi ne dépassait pas une certaine limite. On nous donnait tout un tas d'hypothèses, voilà, donc je passe un petit peu vite. Et ensuite, donc, on nous donnait la répartition. Donc, je rappelle que la poulie motrice, c'est celle qui est en haut et la poulie réceptrice, c'est celle qui est en bas. Et en effet, il est normal que donc la tension TB et la tension TA soient supérieures à la tension T0, qui est en fait en bas de la station. Ici, en fait, on supporte tout le câble et tous les télésièges. Et donc, on a une répartition en fonction d'où on se situe entre la gare basse et la gare haute. Et les questions suivantes portent là-dessus, justement. On nous demande à la question 21 de comprendre ce qui se passe et en quel point la tension est-elle la plus importante, en quel point la tension est-elle la plus faible, et puis parmi les tensions T0, TA et TB, quelle tension finalement doit respecter les critères de déflexion et déformation avec les valeurs numériques. Alors à partir des deux formules donnant TA et TB, on voit qu'il y a un signe plus ici, un signe moins ici. On veille bien à vérifier que mu M est supérieur à mu D, ici. Et donc on a une tension qui est la plus grande sur le câble TB, le câble montant en fait, ça c'est le câble descendant. C'était logique. Ensuite la tension était minimale entre C et D, puisqu'on avait T0 ici, donc on avait une tension logiquement ici égale à T0. Il fallait ensuite vérifier les deux critères, le critère de déflexion qui donnait T fonction de cette expression, et le rayon de courbure, là aussi on exprimait T en fonction de 300 fois G mu M. On remplaçait ça, donc on réalisait les deux applications numériques. Ici, le critère de déflexion on trouvait supérieur à 148 650. Attention, d'habitude, on doit vérifier que T0 soit inférieur à quelque chose. Là, pour respecter les critères, il fallait que la tension du câble soit suffisante, le câble soit suffisamment tendu pour pas qu'il s'incline. Donc 148 650 pour la déflexion, 106 250 pour la déformation, donc c'était bien le critère de déflexion qui était le plus contraignant. Et ensuite, à partir de ce T0, on le remplaçait dans l'expression TA et TB pour trouver les deux expressions respectives. Alors bien sûr, en dehors du critère de déflexion et de rayon de courbure, le câble ne doit pas dépasser sa tension de rupture. On nous donnait ici un coefficient de sécurité de 4. Dans un premier temps, on nous demandait parmi les trois tensions TO, TA, TB, quelle tension devait respecter ce critère de résistance à la rupture, et est-ce qu'il était vérifié à partir des valeurs qu'on avait trouvées précédemment. Ici, on nous donnait une indication sur les valeurs probablement qu'on était censé trouver. Alors c'est en B qu'on a vu que la tension était la plus importante, donc bien sûr c'est elle qui doit respecter ce critère de rupture. On a vu ensuite que pour respecter le critère de déflexion, elle devait être supérieure à 295 300. Ensuite, si on prend la valeur donnée dans le sujet, la tension de rupture, attention, elle était donnée en décanewtons, donc parfois, je rappelle, c'est des mégapascales, là c'est directement en unité de force, mais attention au décanewtons. Si on prenait cette valeur et qu'on la divisait par 4, on trouvait 401 250 à ne pas dépasser. Or, 295 300 est bien inférieur à cette valeur-là, donc le critère est bien respecté. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a eu des gros soucis de changement du câble du téléphérique de l'aiguille du Midi, qui pourtant ne posait pas de problème depuis qu'il avait été mis en place en 1955, et il représente quand même 6 km de long, 42 tonnes, donc changement 400 000 €, très très difficile de remonter le câble en haut, et en fait ils ont eu des soucis apparemment liés à un vrillage du câble, et ça a occasionné des fermetures assez longues, donc c'est pas très simple, c'est pas si simple que ça d'installer un câble, d'autant aussi qu'il se posait la question du fait que lorsque vous l'installez, vous imaginez 6 km, il faut que ça soit pile à la bonne longueur pour avoir une tension de câble ni trop importante ni trop faible, même si bien sûr on peut le tendre à partir en bas d'un vérin hydraulique, mais on ne peut pas le tendre indéfiniment.
Voilà, en supposant que vous ayez un câble qui soit à la bonne longueur, on l'a vu, c'est pas évident forcément sur un câble de plusieurs kilomètres de long, on va en plus gérer la tension du câble par un vérin hydraulique. Donc ça permet de faire un petit lien avec la société Poma qui est située à Grenoble et qui a installé pour les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro des téléphériques pour passer au-dessus de la ville. Et on voit ici justement l'implantation de ce vérin hydraulique ici qui permet de gérer la tension du câble. Ce vérin est géré par un automate, et cet automate est géré par un capteur de force, qui n'est pas celui-là, mais celui-là en tout cas on a l'habitude de le rencontrer en SI. Ensuite, on nous modélise le capteur donc par une source de tension avec sa résistance interne, ça c'est normal. Ensuite, comme il est raccordé avec des câbles de 20 mètres, eh bien on ne néglige pas la résistance du fil. Et puis, à l'entrée ici de la mesure, on a une résistance également d'entrée. Et on nous demande donc en question 23 de déterminer la résistance du fil. C'est une question classique qui n'est pas difficile. Alors le but de toutes ces questions, ça va être de vérifier que sur l'étendue de mesure que l'on souhaite, donc qui est assez grande, qu'on ait une sensibilité suffisante pour respecter l'erreur de mesure. Alors en veillant au respect des unités, ici on avait des mètres, des millimètres carrés et donc des ohms millimètres carrés par mètre, on appliquait la formule R égale ρ L sur S et on trouvait 0,9 ohms. Pour la question 24, on nous demandait pour un effort de 418 000 N de déterminer la tension renvoyée par le capteur de force, la tension renvoyée par la mesure, d'en déduire si justement la résistance du fil qu'on avait calculée précédemment était négligeable ou pas, et ensuite d'en déduire la nécessité ou pas d'amplifier la tension. Il fallait bien sûr utiliser la sensibilité du capteur de force qui était donnée ici. En utilisant la sensibilité de 10-5 volts par newton, et en multipliant donc par les 418 000, on trouvait que le capteur délivrait une tension de 4,18 volts. Ensuite, pour la tension de mesure, on appliquait un simple point diviseur en disant que V mesure, c'était RE sur RE plus R fil plus RS fois V0, et on trouvait que la tension de mesure était de 4,165 volts. L'erreur de mesure, donc, était l'erreur, c'est-à-dire la différence entre les 4,18 et les 4,165, divisée par la tension initiale. Fois 100 pour mettre en pourcent, on trouvait 0,35%. Comme l'erreur ne devait pas dépasser 1%, le cahier des charges était respecté et il n'y avait pas nécessité d'amplifier le signal. Alors en effet, le câble est soumis à des sources de bruit. Rappelez-vous, pour le variateur de vitesse qui utilise un redressement, on l'a vu, ça génère des harmoniques. Ces harmoniques ont besoin d'être filtrées, le courant a besoin d'être lissé. Bon, ça c'est si on est à proximité des variateurs. Mais bien sûr, sinon c'est les passagers qui vont se balancer dans leur télésiège, qui vont soumettre le câble à des oscillations. Donc le capteur va avoir besoin d'être filtré, on nous donne le gabarit que l'on doit respecter, et on nous donne le schéma retenu, qui est très, très habituel, c'est-à-dire un filtre RC à 2 étages, donc un deuxième ordre. On nous demande d'exprimer les relations entre VA-VAVS et VA-VS. Bien sûr, quand on a quelque chose comme ça à 2 étages, il faut commencer par traiter le premier étage avant de traiter le deuxième étage, c'est ce que nous propose le sujet. Il nous demande ensuite la pulsation propre l'amortissement, ce qui bien sûr oriente vers un deuxième ordre. Une résonance est-elle possible? Alors, je rappelle la méthode. On dessine les courants de manière arbitraire, c'est-à-dire vous faites comme vous voulez. Vous décidez ici que le courant arrive par la gauche et qu'il se sépare en deux au niveau du point A. Quoi que vous fassiez, ce sera juste. Par contre, ensuite, vous respectez la convention récepteur. Dans les différents dipôles, vous mettez la tension opposée au courant. Et vous les dessinez bien, ici VA et ces deux tensions. Ensuite, vous appliquez la loi des nœuds, vous dites que le courant qui arrive, c'est-à-dire cette tension divisée par cette impédance, donc ce potentiel VE moins VA divisé par R, est égal au courant qui part, c'est-à-dire cette tension divisée par cette impédance. Cette tension, elle vaut quoi? Elle vaut VA moins 0 divisé par 1 sur JC oméga, c'est-à-dire JC oméga VA, plus ce courant qui lui est égal à cette tension divisée par R. Cette tension est égale à VA moins VS divisé par R. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode de Millman en disant que VA c'est égal à quoi? C'est égal à VE divisé par R, plus VS divisé par R, plus 0, donc on n'en tient pas compte, le tout divisé par 1 sur R, plus 1 sur R, plus 1 sur JC oméga, c'est-à-dire plus JC oméga. Pour le deuxième étage, là vous appliquez tout simplement un point diviseur en disant que la tension Vs, c'est cette impédance, c'est-à-dire 1 sur JC oméga, divisé par cette impédance plus cette impédance, c'est-à-dire 1 sur JC oméga plus R, fois cette tension ici, VA. Alors il est implicite que lorsque vous appliquez le pont diviseur, il est implicite que le courant ici est supposé nul.
Ensuite, lorsque l'on transpose ici les deux expressions que je viens d'expliquer, et je rappelle que le théorème de Millman, c'est pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. La loi des nœuds est absolument à comprendre, à apprendre. Il faut absolument, normalement le théorème de Millman n'est pas au programme. Donc il faut absolument maîtriser la loi des nœuds. Quand on a les deux expressions ici, ben le VA qui est ici, qui est égal à 1 plus JRC oméga VS, on le transpose ici. On obtient l'expression suivante, on le ramène à l'expression d'un deuxième ordre que l'on met sous sa forme canonique. On identifie la pulsation propre ici, oméga 0, qui est égal à 1 sur RC, et on identifie le module d'amortissement, le coefficient d'amortissement qui vaut 3,5. On se trouve donc dans le cas où on a un coefficient d'amortissement supérieur à 1, c'est-à-dire un régime apériodique, amorti, d'accord? Et donc il n'y a pas de résonance. Après, il y a une petite confusion, souvent, on peut voir dans certains cours qu'il y aura résonance lorsque le coefficient d'amortissement est inférieur à 1. En réalité, lorsque le coefficient d'amortissement est compris entre 0,7 et 1, puisque 0,7 on reste en dessous des asymptotes, il n'y aura pas de surtension, et donc il n'y aura pas de résonance. Donc il est plus juste de dire qu'il y aura résonance lorsque le coefficient d'amortissement est inférieur à 0,7. On le voit ici sur la représentation, module d'amortissement supérieur à 1 jusqu'ici, module d'amortissement égal à 1, le plus rapide sans surtension 0,7 ici qui reste en dessous des asymptotes, et puis en dessous de 0,7, donc là en effet on a une surtension et on a donc une résonance possible. Pour la question 26, on nous donnait la fréquence propre de 10 Hz, on choisissait une résistance à 10 kΩ, et en fonction de l'identification qu'on avait fait sur le deuxième ordre précédent, on nous demandait de déterminer la capacité. Pas de problème. Pour la question B, c'est une question qui souvent vous pose problème, parce qu'on nous demande un gain pour deux fréquences données. Je vous rappelle que la fonction transfert, c'est l'expression d'un complexe en fonction de la fréquence, de la pulsation, mais lorsque vous prenez le module de ce complexe, vous avez donc l'amplitude, donc le gain en fonction de la fréquence, et si vous prenez l'argument de ce complexe, vous aurez l'angle, le déphasage, en fonction de la fréquence. Il s'agissait ensuite de respecter le gabarit donné ici. Pour la première partie de la question, c'était facile, il suffisait de voir qu'oméga 0 étant égal à 1 sur RC, oméga 0 étant aussi égal à 2πf, on en déduisait facilement la valeur de la capacité de 1,6 microfarad. Pour la deuxième partie, c'est souvent quelque chose qui vous gêne, rappelez-vous, une fonction de transfert, c'est une représentation complexe en fonction de oméga, mais si vous prenez le module de h de j oméga, vous aurez le gain, c'est-à-dire le rapport sortie sur entrée. Si vous prenez cette fois-ci l'argument, vous aurez cette fois-ci le déphasage entre l'entrée et la sortie. Donc ici, il fallait faire quoi? Dans un premier temps, il ne fallait pas remplacer oméga ici par 2πf. Il fallait se rappeler que le rapport oméga sur oméga 0, finalement, c'était le rapport aussi f sur f0. F étant égal à 3 Hz, f0 étant égal à 10, finalement vous remplaciez directement le rapport oméga sur oméga 0 par 3 dixièmes. Vous le remplaciez ici, vous preniez le j carré qui est égal à moins 1, vous preniez les valeurs réelles et les parties imaginaires, vous séparez les parties réelles et les parties imaginaires, et ensuite vous preniez le module 1 sur racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Et vous preniez bien sûr, puisqu'on est en décibels, vous preniez 20 log de ça. Donc 20 log de 1 sur racine carrée de 91 centièmes au carré plus 9 dixièmes au carré. Vous trouviez moins 2,14 décibels. Moins 2,14 décibels, c'était situé ici, et donc c'était bien supérieur à moins 3 dB. Pourquoi on utilise cette partie-là? On veut que pour les fréquences inférieures à 3 Hz, on ne veut pas trop les atténuer. Donc on veut une atténuation qui soit inférieure à moins 3 dB, c'est-à-dire au-dessus de ça. Tandis que pour les fréquences supérieures à 10 Hz, là on veut qu'elles soient toujours atténuées. On veut qu'elles soient atténuées au minimum de 6 décibels. Donc on veut absolument passer dessous ici. On ne veut pas atténuer les basses fréquences inférieures à 3 Hz et on veut atténuer les fréquences supérieures à 10 Hz. Ici, on est à moins 2,14, c'était bon pour la première partie. Pour la fréquence de 10 Hz, le rapport oméga sur oméga 0 est égal à 1. On remplaçait, ça se simplifiait et on obtenait un gain en décibels de moins 9,54 décibels. Moins 9,54 décibels, c'était bien ici inférieur à moins 6, donc on atténuait fortement les hautes fréquences et donc on respectait le gabarit. Pour la partie 4, on a abordé une proposition de solution constructive pour la tenue de la pince. Donc on nous donnait des coefficients de sécurité, des masses, etc. Et on nous expliquait que le télésiège était accroché donc à la pince par une liaison pivot constituée donc de deux rotules, deux sphériques. On nous donnait les dimensions et on nous demandait de démontrer que la liaison équivalente par les deux liaisons rotules donc était une liaison pivot. Question très classique sur la notion de liaison équivalente. Ensuite, déterminer le degré d'hyperstatisme, même chose.
question très classique. On avait à notre disposition pour cette question l'annexe 5 qui nous précisait la situation de la liaison, mais qui n'était pas visible réellement ici, on ne voyait pas très bien ce qui se passait. Alors je rappelle rapidement le cours, lorsque entre deux pièces on a des liaisons en série, à ce moment-là la liaison équivalente est la somme des torseurs cinématiques. C'est comme ça qu'on montre qu'une rotule plus un appui-plan, ça fait une ponctuelle. Ça c'est facile en général. Lorsque les liaisons sont en parallèle, par exemple lorsque vous avez deux pivots glissants, à ce moment-là, on sait que le torseur cinématique équivalent sera égal aux deux torseurs cinématiques des deux liaisons séparément. Ici on nous proposait une méthode statique qui est plus simple, c'est-à-dire qu'on prenait le torseur en A, le torseur en B, et on calculait tout simplement le torseur équivalent ramené au point A. Donc on déplaçait le torseur B en A, donc le torseur en A initial, le torseur en B initial, donc pour des rotules, deux rotules, on déplaçait ce torseur ici, on le déplaçait au point A, et on avait l'expression d'un torseur qui se présentait sous la forme de 5 composantes, qui correspondait donc à une pivot. Pour le calcul de l'hyperstatisme, moi je rappelle qu'on fait le bilan entre les inconnus d'un côté et les équations exploitables de l'autre. Les inconnus, on en a combien? 3 ici, ça fait 6 inconnus. Les équations, on n'a qu'une seule pièce, puisque je rappelle, on ne prend pas en compte ici le bâti, donc l'axe support. On aura donc 6 équations dans l'espace. À ces équations, on supprime les mobilités, qu'elles soient internes ou externes. Ici, il n'y a pas de mobilité interne, et il y a, comme souvent, une mobilité externe. Donc sur les 6 équations, on ne peut en exploiter que 5. 6 inconnus, 5 équations exploitables, ça fait donc un degré d'hyperstatisme de 1, dont on ne peut pas donc trouver l'ensemble des inconnus. Comme le système est hyperstatique, il faut bien sûr faire des hypothèses pour le simplifier. On considère alors que le problème est plan, et on considère que les actions sur X sont négligeables, c'est-à-dire les actions comme ça, vers la droite. Et ensuite, on nous demande d'appliquer le principe fondamental de la statique pour trouver les inconnus. Je rappelle que lorsque le problème est plan, il est largement préférable d'utiliser les méthodes par bras de levier. Alors ici, le bilan des actions était très facile à faire, puisque le problème étant plan, on négligeait les actions sur Z, et donc le sujet nous disait qu'on négligeait les actions sur X. Donc on avait pour la somme des résultantes YK plus YB moins l'action du poids, c'est-à-dire la masse à vide MV plus la masse des 6 personnes M6P fois G. D'accord, donc YK plus YB moins MV plus M6P fois G. Pour la somme des moments, je rappelle, il vaut mieux l'appliquer directement, par exemple, au point A. De cette manière, vous allez éliminer l'action A et vous obtiendrez directement l'action B. Donc si on fait la somme des moments au point A, on aura YB fois cette longueur, qui vaut B moins A, puisque tout était donné par rapport au point O ici. Ensuite, vous aurez donc plus cette force-là, donc on a dit que c'était MV plus M6P fois G, fois donc un moment positif, fois la distance de là à là, c'était XG, plus A. Alors ici, le corrigé faisait, pour la somme des moments, l'appliquer au point G. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément judicieux, parce que la résolution est en général un peu plus complexe, donc je vous recommande de l'appliquer soit en A, soit en B, mais pas en G. Vous résolviez, et vous obteniez facilement le YK et le YB respectifs, qui de toute façon était donné dans le sujet pour la suite. Pour la suite, on étudiait donc les sollicitations, c'est-à-dire la résistance des matériaux. On nous parlait de torseur des efforts intérieurs, donc le torseur de cohésion, et on nous demandait en question 29 de l'exprimer sur les tronçons OA et AB, en précisant le type de sollicitation et quelle était soumise la poutre. Alors, pour le calcul de torseur de cohésion, je rappelle qu'il y a deux méthodes. Soit on dit que le torseur de cohésion, c'est moins les actions extérieures sur S-, c'est-à-dire les actions qui s'exercent au point O. Soit on dit que c'est plus les actions extérieures sur S+, c'est-à-dire virtuellement ce tronçon, comme si on coupait la poutre ici en deux tronçons séparés. Juste pour l'information, ici c'était pas le plus adapté, mais imaginons qu'on ait à le faire sur S-. À ce moment-là, il aurait fallu préalablement écrire le PFS sur la poutre. C'est-à-dire que la somme des résultantes sur Y étant nulle, on aura YO moins FA plus FB qui est égal à 0, soit YO est égal à FA moins FB. Ensuite, la somme des moments au point O étant nulle, on va écrire que NO, ce moment-là, moins FA, je rappelle que les moments sont le signe ici, ils n'ont pas de lien avec la force, le signe du moment. Donc moins FA fois A, plus FB fois B est égal à 0, soit NO est égal à FA fois A moins FB fois B. Bon, là c'était pas le cas, il valait mieux dire que le torseur de cohésion était plus les actions extérieures sur S+. Je rappelle que c'est au point G, ici, au centre de gravité de la section virtuelle, ici, d'abscisse X, soit pour les efforts tranchants,
l'effort qui est ici, ce sera donc FB moins FA, puisque c'est plus les actions extérieures sur S+. Donc FB moins FA, on le trace ici. Et pour les moments, attention, c'est au point G, donc on aura donc moins FA fois cette distance-là, c'est-à-dire A moins X, plus FB fois cette distance-là, c'est-à-dire B moins X, l'équation qu'on retrouve ici. Pour le deuxième tronçon, c'est la même chose, on prend une section à l'abscisse X entre A et B, et donc on dit que le torseur de cohésion ici, dans cette section, au centre de gravité, au centre de la section G, est égal à plus les actions extérieures sur S+, étant cette fois-ci, ce tronçon-là virtuellement découpé. Donc on va se retrouver pour les efforts tranchants avec FB, tout simplement, et pour les moments, on va se retrouver donc avec FB fois cette distance-là, c'est-à-dire à nouveau B moins X, qu'on retrouve ici. Il suffisait ensuite de tracer les efforts tranchants correspondants, c'est-à-dire FB moins FA, une constante entre 0 et A, FB, on vient de le voir, entre A et B, et puis pour les moments, je rappelle qu'il suffit de prendre les points particuliers, à partir des équations que vous avez obtenues, lorsque x égale à 0, vous avez du moins AFA plus BFB, ensuite il n'y a pas de discontinuité ici, donc vous repartez de ce point-là, et puis lorsque x égale b, on vérifie qu'on a bien un moment de flexion qui est nul. En termes de sollicitation, il s'agissait de flexion simple. Je rappelle que la différence avec la flexion pure, c'est que la flexion pure, on a un moment de flexion pur, tandis qu'ici, on aura des moments de flexion et des efforts tranchants. Le sujet nous rappelait ensuite le lien liant la contrainte normale, le moment de flexion, le moment quadratique et y. Attention, y, il fallait se rappeler que c'était la distance à l'axe par rapport à la ligne neutre suivant l'axe y, c'est-à-dire, et ça n'est pas une flèche. On nous rappelait la formule du moment quadratique pour une section cylindrique, et puis on nous demandait donc, en tenant compte de cette remarque, la zone de la poutre qui était la plus sollicitée, bon c'était assez facile, et puis de montrer l'expression suivante. Alors pour trouver la zone la plus sollicitée, il faut utiliser la représentation graphique du moment de flexion. Vous voyez qu'ici c'était au point A que le moment de flexion était le plus important, sa valeur c'était B moins A fois FB, donc il suffisait de remplacer. Ensuite, pour trouver le Y, je vous rappelle que pour une sollicitation de flexion, en fait, on a des contraintes comme ça qui sont d'autant plus importantes que l'on s'éloigne de la ligne neutre. Donc, il fallait remplacer le Y par D sur 2, et le JZ donc par pi d4 sur 64, et on retrouvait l'expression qui était demandée. Alors, pour finir sur cet aspect résistance des matériaux, on nous demandait donc de vérifier qu'on ne dépassait pas la limite élastique affectée d'un coefficient de sécurité de 4. Voilà, il fallait pour cela utiliser ce qu'on avait fait précédemment et utiliser bien sûr la limite élastique qui était donnée précédemment. L'application numérique ne posait pas de problème pour le calcul de la contrainte avec toutes les valeurs qui étaient données, B, A, F, B et D, le diamètre de 60 mm. On trouvait 125,7 mégapascales et ensuite la limite élastique étant de 600 divisé par 4, on avait 150 mégapascales et donc on avait bien un respect de la contrainte exigée. Alors on terminait par une partie conception où on nous expliquait que la liaison pivot étudiée précédemment était réalisée par deux paliers lisses, et donc on nous demandait d'assurer cette liaison et de finaliser une liaison encastrement avec ce tube. Dans un premier temps, on nous demandait à partir du document réponse DR4 de choisir les dimensions du palier lisse adapté. On avait à notre disposition des dimensions dans l'annexe 6 de palier lisse disponibles, et on avait donc le dessin proposé ici à l'échelle 1/3. Alors il suffisait ici de mesurer le diamètre de l'arbre et de tenir compte de l'échelle, et ensuite de choisir ici pour le diamètre 60 qui avait été mesuré, une longueur de coussinet comprise entre 50, enfin soit de 50, soit de 60. Voilà, on terminait par une question de conception. On nous demandait de dessiner à main levée une solution technique pour la liaison pivot. Cette question venant à la fin du sujet, il fallait avoir gardé un peu de temps pour la traiter correctement. Bon, là, il n'y a rien de particulier. Le dessin de palier, de coussinet avec collerette est toujours très simple. Hein. On veille à mettre les collerettes ici à l'extérieur. Et puis ensuite, c'est vrai que la finalisation de cette pièce ne posait pas de problème particulier. Après, c'est vrai qu'ici, on se demandait s'il fallait prendre le temps de le traiter. Apparemment, oui. Puisqu'on nous expliquait qu'il fallait réaliser un serrage sur ici latéral. Donc, il fallait rajouter un écrou. Alors, je préviens tout de suite, les étudiants qui n'auront pas leur concours seront envoyés en Géorgie sur ce télésiège.